Voilà, les auditeurs, vous êtes à l'écoute de la radio Djigui FM, émettant des causes en Nassoulas sur la 105.7. Nous sommes en direct du studio Soin de Baldé. Il est l'heure de votre émission Le Quotidien. Le Quotidien, c'est cette émission interactive qui vous permet de mieux comprendre l'actualité afin d'y réagir. Aujourd'hui, l'émission de Le Quotidien, nous parlerons des manifestations positives de l'opposition à partir du 20 de ce mois. Manifestations qui seront désormais hebdomadaires. Et si le temps nous permet, nous parlerons, nous évoquerons également l'affaire des 20 milliards de francs guinéens. C'est un contrat de dollars américains. 20 milliards de dollars américains, autant pour moi. C'est un contrat signé entre Pékin et Conakry. Nous évoquerons aussi l'exemple kenyan, de la Cour suprême du Kenya, qui sonne comme une jurisprudence désormais sur le continent. Alors, notre invité, M. Baouri, bonjour. Bonjour. On ne vous a pas vraiment entendu. Bonjour. Ah, merci. Kando Ousmane, bonjour. Bonjour, Samou Mouri. Oui, une pensée affectueuse pour notre ami Lamine Monument Sissé qui est convalescent. Micro-animation de cette émission, Samou Mouri Koundouno. Merci et bienvenue à tous. Voilà, avant de commencer à éplucher nos sujets, actualité oblige, hier nous avons appris ces communiqués de l'ambassade des États-Unis qui restreignent désormais les visas pour les officiels guinéens ainsi qu'aux membres de leur famille, leurs proches, avec quelques exceptions limitées. Donc, le département d'État américain vise l'article 243 de la loi sur l'immigration et la nationalité à la requête du secrétaire à la sécurité intérieure pour cause de refus d'un pays en particulier d'accepter ou de retarder de manière déraisonnable le retour de ses ressortissants. Le secrétaire d'État doit ordonner aux officiers consulaires de suspendre la délivrance des visas jusqu'à ce que le secrétaire à la sécurité intérieure qui sont visés par cette restriction. Alors, une réaction pour monsieur Baouri par rapport à ces communiqués de l'ambassade des États-Unis en Guinée. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est une méthode nouvelle du côté des Américains. Et je pense... Oui. Oui, allez-y. Je disais que c'est dommage que les relations entre les États-Unis et notre pays connaissent ce genre d'incidents, mais j'espère que dans les prochains jours, voire semaines, que la situation va rentrer dans la normalité. Parce que si ce sont des ressortissants guinéens qui sont expulsés, il va de soi que l'État guinéen est en droit et en devoir de les recevoir dans notre pays, parce que c'est leur pays. Donc, je pense que du côté de l'ambassade de Guinée aux États-Unis, ils vont s'assurer que ce sont des Guinéens qui sont rapatriés, et à partir de ce moment-là, on n'aura aucune justification sur le plan légal de refuser le retour. Mais il faut que, de ce point de vue, que nous nous rendions compte que nous sommes devenus un pays où une bonne partie de notre jeunesse aspire à aller à l'étranger. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes, beaucoup de personnes qui laissent leur vie en cours de route, que ce soit au Sahara, que ce soit dans la Méditerranée. Certains sont en prison ou réduits en esclavage en Libye. Ce sont des situations intolérables qui font mal au cœur. Donc, nous devons prendre conscience que nous ne devons pas encourager le départ de nos jeunes pour ce genre d'aventure au risque et au péril de leur vie. Et il faut qu'on comprenne aussi une chose, le monde est en train de changer. Les pays sont en train de se fermer. L'étranger, de manière générale, est vu comme étant celui qui est le responsable de tous les problèmes que certains pays, sur le plan économique, sur le plan social, connaissent. Nous devons, par conséquent, faire en sorte que dans notre propre pays, que la situation puisse s'améliorer. Parce que si tel n'est pas le cas, nous ne pouvons pas empêcher les jeunes d'espérer et de rêver d'aller ailleurs. Donc il faut
que ce soit pour les autorités politiques et les autorités parentales et tous les responsables, doivent se rendre compte que le contexte mondial nous oblige à faire en sorte que dans les meilleurs délais ou dans le court ou le moyen terme, que la vie soit meilleure à l'intérieur de la Guinée pour que nos enfants reviennent et ne soient pas l'objet de tracasseries ailleurs parce qu'ils sont sans papier ou parce qu'ils sont considérés comme indésirables. C'est un honneur et c'est une responsabilité pour l'ensemble de la communauté nationale d'aller dans ce sens. Voilà, on le souhaite ardemment, hein, mais déjà, la restriction entre en vigueur à compter du 13 de ce mois, donc le communiqué est à retrouver sur le site de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Alors, Ousmane Kandé, je crois qu'on va passer directement au premier sujet de cette émission, les émeutes de Bokeh. Hier, nous avons appris, monsieur Baouri, c'est le deuxième jour des manifestations hier à Bokeh, mais déjà on enregistre 2 morts et une trentaine de blessés d'après les sources officielles. C'est pratiquement la ritournelle dans cette région. Parce qu'on a vu, je crois, avril dernier, les réclamations de courant. Malheureusement, la demande n'a pas été assouvie, les promesses n'ont pas été pratiquement tenues, donc la population est revenue à la charge pour exiger qu'on tienne parole, la parole qui a été dite ces jours pour apaiser la situation sur les lieux. Alors, comment est-ce que vous avez encore accueilli cette réaction de nouveau des populations de Bokeh qui réclament à corps et à cri encore le courant dans leur localité? Bokeh, dans les années 50, c'était l'une des zones économiques de la Guinée après Conakry qui était la zone la plus florissante et qui drainait une bonne partie de la main-d'œuvre de l'intérieur du pays vers le Kakandé. Même moi, lorsque je suis né, mon père était à Bokeh à l'époque. Donc, la ville que j'ai connue le plus lorsque j'entendais parler de Bokeh, c'était cette ville, parce que c'était quelque chose qui m'était familier. Donc, c'est pour dire que la situation de Bokeh, n'est pas par année par la Guinée, pour l'essentiel provient de la région de Bokeh. Dans l'ancien régime, il y avait l'OFAB qui a été créé, l'Office de l'aménagement de Bokeh, qui était adossé à CBG. Donc cette expérience est un échec, puisque la principale ville de la région est toujours secouée par des problèmes soit d'eau ou d'électricité. Donc il y a eu un échec par rapport à la stratégie qui a été mise en place pour l'OFAB, CBG. Depuis lors, des mesures correctives auraient dû être prises depuis très longtemps. Mais malheureusement. Et jusqu'à présent, tel n'est pas le cas. Il y a des responsables guinéens, il y a des administrateurs guinéens qui sont nos compatriotes, qui se plaisent toujours à dire ce sont les compagnies minières qui doivent nous amener l'eau, qui doivent nous amener l'électricité, qui doivent nous amener le dispensaire. Donc, où est l'État? Les compagnies minières ont un objectif économique bien précis. C'est l'exploitation minière, rechercher à rentabiliser leur exploitation. À côté, il y a des taxes qui sont prélevées. En 1994, la ville de Kamsar, la collectivité locale de Kamsar, bénéficiait de 500 000 $ par mois de la part de CBG pour les besoins locaux, les infrastructures scolaires, et en fait tous les problèmes liés au problème de la collectivité. 500 000 $ dans les années 94, à l'heure actuelle, je ne sais pas quel est le montant qui est alloué à la collectivité locale de Kamsar par CBG par mois. Je crois que ça doit faire nettement plus que 500 000 $. Pour une ville moyenne, je ne peux pas penser qu'il n'y a pas possibilité de stabiliser la production d'électricité indépendamment de CBG pour la collectivité et l'agglomération de Kamsar.
de la même chose pour Sangaredi, et Boké, qui est le chef-lieu, ne devrait pas souffrir de manque d'électricité et de manque d'eau, et en plus des infrastructures collectives sur le plan de la formation, sur le plan de la santé, au bénéfice des populations d'environnement. Donc le problème, le vrai problème, c'est la malgouvernance. Et cette malgouvernance ne date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne, elle perdure. Et de ce point de vue, la gestion des collectivités locales, le processus de décentralisation qui aurait dû amener à ce que les populations élisent des responsables pour gérer leurs affaires, c'est ce processus de décentralisation qui a fait faillite. Et de ce point de vue, on met des gens qui sont presque des fonctionnaires pour gérer un budget pour l'intérêt des populations, et ces budgets sont détournés à d'autres fins. Les jeunes de Boké, et les jeunes d'ailleurs, doivent apporter leur expertise, leurs conseils à l'ensemble des jeunes de la région pour que ceux-là abandonnent la rue, mais se mettent à réfléchir au plan de développement, au plan de gestion qu'ils devront mettre en avant pour qu'aux prochaines communales, que les jeunes gouvernent aussi bien Boké, Kolaboui, Sangaredi et Kamsar, et des mécanismes de gestion pour que l'argent qui est versé par les compagnies minières soit correctement géré pour répondre aux besoins fondamentaux des populations de la région de Kakandé. Voilà, donc l'arrivée des jeunes aux affaires qui est souhaitée vivement par monsieur Baouri pour une meilleure gestion des redevances payées par les sociétés minières qui exercent la région. Oui, Ousmane Kandé. Alors, monsieur Baouri, on sait au mois d'août dernier, comme Momori l'avait dit à l'entame de son intervention, il y avait eu des incidents où on avait enregistré un mort. Cette fois-ci, disons 6 mois après, un autre incident, des émeutes avec le même motif, c'est-à-dire les délestages de courant que les populations n'acceptent plus. Le ministre de l'énergie, Talibi, s'il avait dit à l'époque en avril dernier qu'il allait envoyer des groupes électrogènes parce que les 2 groupes qui servaient et qui alimentaient la ville de Boké étaient carrément vieux, ça ne pouvait plus tenir. Mais ces promesses n'ont pas été réalisées 6 mois après. Est-ce que vous comprenez un peu cet abandon, si on peut dire ainsi, des populations par les autorités qui devraient en quelque sorte répondre aux besoins sociaux des populations? J'ai été informé que les groupes électrogènes ont quitté Conakry à partir du moment où les jeunes étaient dans la rue. Ce qui prouve qu'il y a eu une négligence coupable de la part des autorités administratives qui auraient dû prendre les mesures à temps conformément à leur engagement. Donc ça devient un encouragement aux manifestations, parce que tout à l'heure vous demandez aux jeunes de quitter la rue, mais M. Baouri. Mais cet agissement des autorités, est-ce que ça ne prouve pas un encouragement à prendre la rue pour se faire mieux entendre? Je vais vous dire une chose dans ce pays. Oui. Il y a des gens qui vivent dans un contexte où on s'entend, les populations ont le regard tourné vers le positif, ça dérange certains intérêts. Et c'est la raison pour laquelle le président Alpha Condé doit être suffisamment attentif à cette culture de faire en sorte que toujours qu'il y ait des problèmes. Parce que derrière les problèmes, il y a d'autres qui pression, il faut faire ceci, il faut faire cela, et c'est de l'argent qui est sorti, qui aurait dû être utilisé pour les biens sociaux, pour construire des écoles, former des gens, ça va sortir pour aller vers des choses qui ne sont pas du tout utiles, qui ne créent aucune valeur ajoutée à notre pays et qui nous font perdre du temps. Et il est aussi incompréhensible que lorsque la Guinée a la possibilité d'avoir un accord avec la Chine de 20 milliards de dollars pour 20 ans, que la zone de Boké soit considérée zone spéciale de Boké pour concentrer une force
capacité d'investissement dans les questions minières dans cette zone, qu'il n'y ait pas en amont une politique et une stratégie globale pour que les populations soient intégrées dans ce processus. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire qu'il y a des faiblesses. Et je pense que le président de la République prendra des mesures à cet effet. Voilà, donc la prise en compte des parties prenantes. Donc, Ousmane Condé, je ne sais pas si vous n'avez plus rien à ajouter. J'ai une question toujours par rapport à cette fameuse zone économique sociale. Est-ce que spéciale de Bokeh, est-ce que vous estimez justement qu'avec ces émeutes à répétition, ce sont des éléments peut-être qui pourraient décourager. On sait que la Chine a pour habitude d'investir dans des pays, même s'il y a des troubles, on voit avec Boko Haram au Nigeria, ça ne décourage pas la Chine d'y investir. Mais est-ce que ce ne sont pas des facteurs, en tout cas décourageants pour de potentiels investisseurs justement dans cette zone, hormis la Chine bien sûr? Je vais vous dire la vérité. En 2010, 2011 et même 2008-2009, les compagnies minières ont estimé que la part qui doit revenir aux collectivités locales était mal gérée. Donc, c'était une perdition qui ne permettait pas aussi bien aux populations d'obtenir ce qu'ils souhaitent, et les compagnies minières aussi se retrouvent dans une zone d'instabilité. Et ils se sont inspirés de l'exemple de Sigiri. Sigiri, avec la SAG, pendant très longtemps a été une zone, disons, de contestation, beaucoup plus liée à l'absence d'infrastructures, à l'absence de projets pour les populations de l'époque, et ce qui a fait que Sigiri, pour le régime du PUP, était considéré comme une zone rebelle. Des cadres de la région ont pris conscience et ont travaillé pour que les 0,4% qui doit revenir aux collectivités locales soient désormais gérés dans le cadre d'un partenariat entre les populations, la préfecture et une ONG internationale qui servait de lien pour une meilleure gestion de cet argent. Ça a permis à Sigiri de retrouver progressivement le calme, d'avoir quelques infrastructures locales et de changer le cadre de vie. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ce sont des exemples qui doivent être mis en avant. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, là où il y a une production de richesse, il faut toujours, pour la stabilité de la région et pour une meilleure productivité dans la stabilité et la sérénité, il faut toujours avoir un solide programme social et économique d'accompagnement aux populations qui sont d'une manière ou d'une autre tributaires de cette zone économique. Si vous ne le faites pas... Pour pallier un peu l'impact. Oui, il faut un réel impact. Il faut que les gens se rendent compte que leurs enfants profitent de la création de richesses nouvelles, que leurs problématiques sont prises en compte, mais il faudrait que ça se fasse dans le cadre des structures collectives, légales, avec des maires correctement élus pour que les populations se sentent directement et correctement représentées. Si vous mettez des gens qui se comportent comme des colons, même dans leur propre pays, il va de soi que rien ne sera obtenu et la stabilité ne viendra pas. Voilà, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Le Quotidien qui reçoit aujourd'hui M. Bahouri de l'UFDG. Avec lui, nous parlons de l'actualité socio-politique de notre pays. Alors nous allons passer au deuxième sujet, c'est bien entendu, comme nous l'avions dit à l'entame de cette émission, le procès des présumés assassins de notre confrère Koula Diallo, procès reporté encore au 25 de ce mois, donc reporté pour le lundi prochain. Alors, M. Bahouri, qu'est-ce que vous pensez de ce report à répétition de ces procès qui devraient pratiquement connaître son dénouement
bien avant. Est-ce que vous avez foi est-ce que vous ne craignez pas que, à force de le reporter, que le poisson ne soit noyé dans l'eau? Il y a des gens qui veulent que ce procès n'ait même pas lieu. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va signer, disons, ce sera un séisme majeur pour eux. Donc, il y a des gens qui savent ce qu'ils ont fait. Vous faites allusion peut-être aux proches de Cellou Dalein Diallo, Bien. parce qu'on sait que les 2 personnes incriminées, ce sont les gars du corps de Cellou Dalein. Tous, ce sont les 3. Il y a 3 directement et officiellement et judiciairement concernés. Amadou Sow, qui est présenté comme l'auteur du tir qui a abattu Mohamed Koula. Et je précise pour ceux qui ne le savent pas qu'Amadou Sow est un garde-corps de Cellou Dalein. Al-Gassimou Keïta est inculpé pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, qui est un autre garde-corps de Cellou Dalein. Souleymane Ba Tiangel, le chargé de communication de Cellou Dalein, est inculpé pour les mêmes raisons, mais ce dernier est en fuite à l'heure actuelle. Donc, 3 personnes directement liées à Cellou Dalein. Et je rappelle également, pour ceux qui ont oublié, que le même jour, 1 heure après le décès de Mohamed Koula, Cellou Dalein a fait faire un communiqué qui a été diffusé pour dire que Bahouri est venu au siège. Il n'a pas pu entrer. Il était armé. Il a pris son arme, il a tiré sur le journaliste Mohamed Koula. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Et il demande à la justice de tout faire pour mettre ma personne en arrêt et que la rigueur de la loi et de la justice s'applique. Je lui réponds aujourd'hui, il faut que la rigueur de la loi et de la justice s'applique pour que toute la vérité et les responsabilités soient situées dans cette affaire. Il a pris la responsabilité de dire au monde entier que Bahouri est un assassin, c'est lui qui a assassiné Mohamed Koula. La justice, le procès déterminera qui est réellement l'assassin de Mohamed Koula. On connaît déjà, bien qu'il soit présumé innocent, celui qui avait une arme, celui qui a tiré, selon des témoins, qui l'a envoyé, qui sont les commanditaires, la justice devra déterminer cela. Et je dis à haute et intelligible voix, rien n'empêchera la tenue de ce procès si ça ne vient pas du côté de Dieu. Et Dieu est pour la vérité, pour la justice, donc le procès aura lieu. Alors justement, oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes justement qui ne veulent pas que ce procès ait lieu. Les personnes sont à même de manipuler le levier judiciaire à telle enseigne qu'on puisse empêcher la justice de s'exprimer comme ça se doit et conformément à la loi. Vous savez que, comme disent il y a quelques années dans notre pays, tout est dialectique. C'est un terme que les gens ont oublié, mais cela veut dire que dans la vie, tout est dans une confrontation perpétuelle entre le bien et le mal d'un côté, entre le mensonge et la vérité de l'autre, entre ce qui doit être fait et ce qui ne doit être pas fait, entre ceux qui veulent bien faire et ceux qui ne veulent pas bien faire. L'appareil judiciaire aussi est composé par des hommes et des femmes qui sont tiraillés par cela, et des gens qui sont habitués à corrompre, ils ont 500 millions par mois et donc ils peuvent prélever sur ça pour distribuer à gauche, à droite. Sauf que ça, c'est le gâteau de l'opposition. Non, de toutes les façons, la corruption, ça fait partie d'une situation que nous déplorons la plupart du temps. Mais je dis, s'ils distribuent de l'argent, que les gens prennent. Mais la justice se fera et le procès se fera parce que je suis certain que ceux qui veulent, au niveau de l'appareil judiciaire, que les choses aillent dans le bon sens, sont plus nombreux, plus déterminés et plus fermes. Celui qui a besoin qu'on lui donne de l'argent pour faire ou ne pas faire, il risque d'y laisser leur crédibilité et leur honneur. La justice se fera, l'appareil judiciaire, et dans la justice, il y a des personnes qui veulent que le travail soit correctement fait. Et je pense que ce procès est un élément
qui permet d'aller dans ce sens et de montrer que l'impunité ne va pas continuer à sévir dans ce pays. Voilà, vous êtes toujours dans votre émission Le Quotidien, qui reçoit aujourd'hui M. Baouri de l'UFDG. Alors, nous allons évoquer cet autre sujet. C'est bien entendu, ça fait l'actualité, la clôture de la loi rectificative des finances. Donc, on le sait, il n'y a pas une très belle part qui est faite à la CENI, alors que la CENI réclamait plus que cela, plus que ça, pour son fonctionnement et l'organisation des élections locales qui devraient se tenir cette année 2018. Mais au regard du temps qui se donne la CENI, les 120 jours, pratiquement, ils nous projettent dans la nouvelle année 2018. Alors, monsieur Baouri, votre réaction, non seulement par rapport au budget qui a été alloué à la CENI au terme de cette loi des rectificatifs des finances et les 120 jours que donne la CENI. Déjà, il faut savoir, bien avant cela, que les élections communales, depuis un certain temps, ne pouvaient pas avoir lieu durant l'année 2017. Ah bon? Ça, c'était... Premièrement, pour des raisons tout à fait légales. Comment ça? Le code a été promulgué au mois d'août dernier. À partir de la date de promulgation, le code électoral, il faudrait, conformément au principe de la CEDEAO, de pacte de bonne gouvernance, attendre 6 mois avant d'organiser une élection où ce texte va entrer en application. Donc, à partir du mois d'août, 6 mois après, vous êtes déjà dans l'année 2018. Mais est-ce que tout ça, ce n'était pas des stratagèmes du pouvoir, justement, pour essayer encore de retarder, jouer sur la montre obtenir un glissement du calendrier électoral, M. Baouri? Non, il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. D'accord. Mais il y a l'autre élément. À partir du moment où les deux blocs se sont entendus pour avoir un code électoral dans un premier temps taillé sur mesure en leur faveur, il faudrait qu'ils se rendent compte que c'est eux qui ont procédé au retard lié à l'organisation des élections sur le plan légal. Mais il y a aussi les accords politiques Non, les accords politiques, dans aucun pays du monde, des accords politiques qui violent les principes républicains et qui violent la Constitution, qui violent les lois, ne peut être au-dessus de ces lois. C'est ici en Guinée, on dit que les accords ont... Non, c'est ça le symbole de la mauvaise gouvernance et de l'ingouvernabilité qui est liée à ça. Des accords qui violent les principes de base. Les délégations spéciales, c'est contre la loi dans ce pays. Ça existe. Ils se sont partagés le pouvoir. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça rapporte au pays? Ça ne renforce ni le processus démocratique, ça ne renforce ni le processus d'implication des populations, ça renforce des oligarchies qui sont en train de s'enrichir et qui veulent étouffer toute possibilité d'éveil des consciences, d'implication la plus large des populations de ce pays. Les déchets qui s'accumulent le long de Conakry, tout cela montre que ces délégations spéciales n'apportent aucune valeur ajoutée à une capacité pour mieux gérer nos affaires. Et donc, c'est une faillite de ce point de vue. Mais comme ils ont mis leurs gens, la population les a vus à l'œuvre, donc qu'ils soient de tous les bords, cela veut dire que ceux-là ne pourront pas, de la manière la plus, j'allais dire, large, obtenir le suffrage des populations le jour des élections. Mais ça, c'est un autre problème. Oui. Revenons au Oui, vous étiez en train de dire, oui. La première raison, vous avez dit la pour première raison, la non-tenue de ces élections. La deuxième raison, oui. Le budget, avant que la CENI demande un budget, il faut faire l'inventaire des biens que la CENI possède. On ne peut pas continuer à demander des montants colossaux alors qu'il n'y a pas un bilan. Peut-être qu'il y a un bilan, peut-être qu'il y a l'inventaire du matériel électoral existant. Il faudrait qu'à chaque année, ce qui était dépensé pour 2010, le matériel puisse servir pour 2013. Et le matériel de 2013 qui a été acheté puisse servir pour 2015. Et le matériel électoral de 2015, qui n'est pas une denrée périssable, puisse être utilisé pour les autres élections.
Donc, de ce point de vue, pour avoir un budget sérieux, il faut au préalable l'inventaire. Et je ne pense pas que cela a été fait, d'autant plus que la crise de la CENI était liée à des questions d'argent. À ce niveau-là, la Cour des comptes doit s'impliquer pour éclaircir cela, et la loi de règlement de l'Assemblée nationale doit aussi s'enquérir de la destination des 200 et quelques milliards qui ont été indiqués comme étant qui s'étaient évaporés. Donc tout cela mérite clarification avant de dire que nous avons besoin déjà de 350 milliards. Donc maintenant, ça veut dire, vous comprenez c'est faire le budget à la CENI à partir de ce que vous égrenez? Non, il y a à juste raison, tout responsable devrait leur dire, donnez-nous d'abord une indication claire, précise et nette, vérifiable de tout le matériel qui existe pour qu'on évalue exactement vos besoins pour telle élection. Bien, ça ce n'est pas à moi de faire donc le là que l'Assemblée a mais péché, ça, je pense que pour une bonne gestion, pour la crédibilité de la CENI actuelle, il faut qu'elle fasse faire ce travail le plus rapidement possible. Oui, autre raison. Maintenant, ils ont donné 100 milliards pour la loi rectificative. Pour que nos compatriotes comprennent, parce que c'est l'occasion aussi de faire comprendre à nos compatriotes le mécanisme de fonctionnement de l'État. La loi rectificative est une loi pour corriger le budget de 2017. Donc le budget de 2017 a accordé à la CENI 100 milliards. C'est pour l'année 2017. À partir du mois d'octobre prochain, la session budgétaire, le projet de loi de finances de 2018 sera présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, au cours de la loi de finances de 2018, il va de soi qu'il y aura un complément alloué à la CENI dans le cadre de l'exercice budgétaire 2018. Donc, 100 milliards exercice 2017, autre exercice 2018, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire, comment on appelle ça, une polémique inutile sur on a demandé 350 milliards, si on ne l'a pas obtenu maintenant, c'est comme si rien ne sera possible. Donc vous avez l'assurance qu'en 2018... De façon échelonnée. Vous avez l'assurance qu'en 2018, on pourrait aller aux élections communales, d'autant plus qu'on a aussi les législatives qui pointent à l'horizon. Pratiquement 2 élections en une année. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. On le couple ou bien on le non, moi, je ne me prononce pas par rapport à ça, mais je pense que c'est tout à fait possible et c'est dans l'intérêt de la stabilité du pays que les élections et communales avant, parce que la question du couplage, ce n'est pas une mécanique seulement. La question du couplage, cela veut dire que ce sont ces délégations spéciales qui sont érigées un peu partout à l'intérieur du pays qui vont organiser les élections aussi bien communales et législatives. Avec la mentalité que nous connaissons, vous croyez que ces gens-là feront les choses de la manière la plus transparente? Est-ce qu'ils ne vont pas faire tout en leur faveur pour s'imposer au détriment des intérêts de population? C'est la raison fondamentale. Les élections communales doivent avoir lieu pour une bonne santé de la démocratie guinéenne bien avant les élections législatives. D'accord. Voilà, à l'instant, notre invité, c'est M. Baouri de l'UFDG, dont nous évoquions tout à l'heure la clôture de la loi rectificative des finances. Alors, fidèles auditeurs, vous pouvez nous joindre dans cette émission au 657 10 77 00, 620 11 40 50, 661 15 10 02. Notre invité, c'est M. Baouri de l'UFDG. Alors, avant que les auditeurs n'interviennent, M. Baouri, on va évoquer cette question aussi qui est très importante. À partir du 20 de ces mois, les manifestations de l'opposition sur la voie publique vont reprendre et à partir du 20, elles seront désormais hebdomadaires. Donc chaque mercredi, le pouvoir Condé sera bien servi par des manifestations de rue de l'opposition pour mettre la pression sur le pouvoir en place afin d'aller à cette élection. Mais avant, on a un tout premier auditeur en ligne. Monsieur Sori, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien. Quel est votre nom? D'où vous nous appelez, monsieur? Monsieur, je vais tout conduire, c'est Soriban Nadi. Oui, ok, allez-y. Bonjour, monsieur Baouri. Bonjour. Bon,
vraiment, je vous ai écouté depuis le début de l'émission avec beaucoup d'intérêt. Merci. Maintenant, M. Baouri, vraiment, vous êtes une personnalité qui mérite d'être à la tête de ces nations-là aujourd'hui. Vraiment, la nation guinéenne a besoin de vous. Merci pour votre encouragement. Parce qu'on a vu votre explication, on a vu dans votre explication. Vraiment, le Guinée fait beaucoup de choses. Vraiment, je suis ébahi comme ça, je suis dépassé. Quand on voit aujourd'hui la manifestation à côté, à cause de l'électricité, c'est que depuis 1994, ils ont fait gagner 500 000 $. Oui. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, du moins. Ouais. 500 000, je ne sais pas si c'est... 1 000 $ par mois. C'est déplorable. Vraiment. Vraiment, M. Baouri, on vous demande amplement de continuer le combat. Merci. On est derrière vous. Merci beaucoup, Sori. On vous soutient à 100%. Merci beaucoup. Inch'Allah, on est derrière vous. Que Dieu Merci. vous guide ou pas. Merci. Amen. Vraiment, je suis content de vous. Merci bien. Voilà, c'était à l'instant M. Soriba Nabé de Matoto Kondoui. Alors, la question des manifestations de l'opposition sur la voie publique. Non, je considère que tout ce qu'ils ont demandé à un moment donné est en train d'être réalisé. Ils ont un comité de suivi avec le ministère de l'administration du territoire pour mettre en œuvre les points sur lesquels ils se sont entendus. La CENI est en train de faire le travail qui lui incombe. Mais... Oui, M. Barry Nyarwada qui nous appelle. Oui, M. Donc je considère que ces manifestations... Oui, parce que les auditeurs sont prioritaires, nous sommes dans leur temps. Oui, alors M. Barry. Alors Donc c'est pour dire que ces manifestations n'ont rien à voir avec des revendications légitimes et correctes. C'est un enfantillage et certaines personnes instrumentalisent l'espace public pour défendre leurs propres intérêts parce qu'ils savent que la justice, notamment l'affaire de Mohamed Koula, risque de les épingler et ils ont peur et ils veulent prendre en otage les institutions judiciaires. Alors, M. Baouri, vous estimez qu'on ne doit plus aller à des manifestations? Je vais rappeler le numéro, le 657 10 77 00, 620 11 40 50, 661 15 10 02. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission avec notre invité, M. Baouri de l'UFDG. Vous estimez, je reprends la question, qu'il n'y a plus de nécessité à aller à des manifestations dans les rues? Mais déjà, vous savez... C'est la manifestation de rue qui est constitutionnellement acceptée, c'est le dernier recours lorsque tous les autres processus ont été épuisés. Ces messieurs sont à l'Assemblée nationale. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que les lois sont votées. Ils se retrouvent, ils ont un chapeau qu'on appelle chef de file de l'opposition. Ils peuvent rencontrer le président de la République quand ils le souhaitent. Mais si ça ne débloque pas les choses? Mais c'est parce que ce n'est pas clair. Oui, parce qu'on dit souvent que monsieur... Parce que l'acculé a peur et ils utilisent leur position pour autre chose. Monsieur Ousmane Ba nous appelle de Koulouma. Monsieur Ousmane Ba, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien. Oui, votre question. Bonjour, M. Baouri. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Ok, moi je voulais juste vous féliciter donc dans votre combat politique, le plan national, parce que on constate que vous êtes un homme vraiment un homme responsable, un homme véridique, un homme vraiment chasse quoi. Donc moi je suis très très fier de vous aujourd'hui donc dans notre pays, de voir comme vous, M. Baouri, qui ose tantôt chaque fois de dire la vérité, dans, comment dirais-je, langue de bois, comme le dit les journalistes d'Espace FM. Même hier, je vous ai suivi dans l'émission Les Grandes Gueules. Donc, je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment content de vous. Donc, c'est vraiment appréciable. Merci.
C'est trop de compliments pour notre invité. On n'en a pas la l'habitude. Merci, monsieur Ousmane Ba de Coloma. Alors, le 657 10 77 00, 620 11 40 50, 661 15 10 02 sont des numéros par lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission. Oui, Ousmane Kandé. Alors, justement, comme je le disais, aujourd'hui, vous avez comme le sentiment qu'il n'y a pas de nécessité à aller à des manifestations. Vous dites qu'il y a certains qui, vraisemblablement, tirent leur épingle du jeu. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme Omori l'avait dit, l'opposition estime que Alpha Condé ne connaît que le langage de la rue. Moi, je peux dire que... Oui, M. Diallo, madame nous appelle. Allô, M. Diallo. Allô? Oui, allez-y, M. Diallo. Oui, bonjour, c'est le journaliste. Oui, bonjour. Et bonjour à notre invité, M. Baouri. Merci. Nous sommes vraiment contents. Merci. Moi, je félicite sincèrement M. Baouri. Merci. Pour son courage. Merci. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont prêts vraiment à parler comme vous êtes en train de le faire. Les gens sont intimidés. Mais franchement, moi, je suis satisfait. Merci. Et je vous encourage de continuer. Merci. Nous comprenons que ce peuple, la grande majorité, était berné par ces politiciens, justement, qui utilisent ces manifestations en colmatant qu'ils sont en train de faire des revendications politiques, alors qu'il y a autre chose derrière. Oui. Nous, on nous disait ici, par exemple, en 2013, et faisons tout pour avoir les députés ou la majorité à l'Assemblée nationale contrecarrer le pouvoir de M. Condé. Oui. Aujourd'hui, ce que nous voyons, les gens sont à l'Assemblée nationale pour vraiment partager les gâteaux entre eux. Oui. Le peuple est complètement abandonné. Que ce soit les groupes parlementaires de l'IFDG ou de RDC ou de l'ISF. Lorsque c'est une question d'argent, tout le monde est d'accord. Lorsque c'est des intérêts nationaux, les gens sont carrément opposés. Moi, je vous félicite et vous encourage. D'accord. Et je réitère encore une fois, n'écoutez pas ceux qui vont instrumentaliser des innocents qui viendront sur ces antennes pour dire permettez-moi de dire des imbécilités sur vous. Franchement, moi je vous demande de ne pas du tout les écouter. Il y a une grande majorité qui comprennent les explications que vous faites sur la situation politique en Guinée. D'accord. Et pour terminer, rapidement, M. Diallo. Voilà, pour ces manifestations, moi je crois que c'est inefficace. D'accord. Moi je pense qu'une opposition responsable, à partir du moment où vous vous rendez compte que les élus locaux ou les nommés locaux actuellement, non seulement sont illégaux mais inefficaces, la décision immédiate est de demander à tous vos membres de quitter le commune. D'accord. Et lorsque vous restez et vous demandez encore des innocents de sortir immédiatement, je crois que c'est irréfléchi. La Guinée, ça, que ceux qui aiment M. Alpha Condé ou qui ne l'aiment pas devraient se rendre compte que là, le président de la République a fait un acte et je souhaite que cela se prolonge dans la réalisation concrète de manière efficace et efficiente. Il aura marqué son temps par l'obtention de ce crédit de 20 milliards de dollars pour la construction de l'avenir de la Guinée. On en reparlera dans les prochaines années, Inch'Allah. Inch'Allah. Par rapport à la situation kenyane, le monde change. Le monde change. Et c'est heureux que la Cour suprême du Kenya ait pris une décision majeure, courageuse et responsable. La classe politique kenyane maintenant est prise au dépourvu. Il faut qu'elle fasse preuve de retenue et de responsabilité pour aller dans le sens de l'attitude de la Cour suprême du Kenya et qui va dans le sens du sentiment majoritaire des Kenyans et qui rejaillit sur tout le continent africain. C'est une grande chance et je salue également
que le président de l'Union africaine, le président Alpha Condé, a fait une déclaration pour saluer le courage de la Cour suprême du Kenya. Là aussi, c'est une nouveauté pour aller dans le sens du renforcement de l'autorité de la loi partout dans le continent. Parce que c'est l'absence de renforcement de l'autorité de la loi à travers des processus électoraux bâclés, à travers des CENI complaisantes, à travers des cours suprêmes qui ne font pas correctement le travail, que les pays sont déstabilisés. Nous voulons la stabilité, nous voulons le progrès, nous voulons le développement, et ça va dans le sens de la stabilité du Kenya, et félicitations. Voilà, merci à vous, M. Baouri, de cette invitation. Merci. Oui, merci Ousmane Kandé d'avoir été là pour l'animation de cette émission. Une pensée affectueuse pour notre ami Lamine Monument Sissé, qui est actuellement j'en profite pour le saluer et lui souhaiter prompt rétablissement. D'accord, merci. Voilà, micro-présentation de cette émission.